Est-ce que c'est possible de créer sa propre banque en 2022? On va tenter de répondre à cette question avec Florian. Alors, comment ça va Florian? Bah écoute, ça va plutôt bien. Ça va plutôt bien. Et toi? Bien. Est-ce que tu as créé ta banque toi ou pas encore? Pas encore, ça pourrait peut-être venir. On va voir justement ça ensemble dans cette vidéo. Est-ce que c'est possible ou pas de créer sa banque? Et puis Hmm. surtout, si oui, de quelle manière? Bah, déjà, il faudrait se poser la question un petit peu, c'est quoi exactement une banque? Parce que c'est vrai qu'on sait plus ou moins tous ce que c'est une banque, mais qu'est-ce que ça fait comme service? Qu'est-ce que ça propose? À quoi ça sert? Qui c'est qui travaille dedans? Ce serait peut-être intéressant un petit peu de parler déjà un peu de ça avant de regarder comment est-ce qu'on peut créer une banque qu'on verra peut-être un petit peu plus tard. Je sais pas si toi tu arriverais un peu à définir ce que Exactement. c'est une banque. Alors, historiquement parlant, c'était des marchands qui recevaient des dépôts de la part de personnes qui voyageaient beaucoup et qui donnaient en dépôt, par exemple, soit de l'or, donc c'était Mhm. des choses de valeur, soit ce qu'on appelle des papiers valeurs. Et avec ces papiers valeurs, les marchands qui retenaient ces papiers valeurs ont remarqué qu'ils pouvaient faire des échanges. Et petit à petit, en fait, c'est comme ça qu'a été créée la monnaie par les banques pour pouvoir simplifier les transactions. L'échange. Donc, une banque, à la base, elle sert à des transactions. Plus tard, les banques ont aussi servi à tout ce qui était justement, principalement les crédits immobiliers d'abord. Et puis après, à partir des années 80, on a eu l'arrivée des crédits à la consommation, donc ce qu'on appelle les petits crédits. Mhm. Donc, les banques, par principe, elles servent à garantir vos dépôts, que ce soit d'argent, d'or ou d'autres matières premières, comme ça. Ça peut être pour des crédits ou ça peut être pour les transactions du quotidien. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que les banques aussi, elles ont pas mal évolué, hein. Comme tu dis, au tout début, c'était plutôt pour garder des biens. Aujourd'hui, on parle surtout d'argent, hein. Par exemple, en Europe, des euros, des francs suisses, etc. Donc, c'est là qu'on va mettre notre argent, nos biens de valeur. Et puis maintenant, c'est vrai qu'on l'utilise aussi pas mal pour avoir des prêts d'argent, des hypothèques, que ce soit des microcrédits ou alors des choses plus conséquentes pour de l'immobilier, par exemple. Et puis, il y a aussi pas mal aussi maintenant d'autres activités, par exemple de conseil, de gestion de la fortune, d'investissement, enfin, en gros, un petit peu tout ce qui touche à l'argent. Aujourd'hui, une banque, elle propose des services dedans, que ce soit aussi pour le courtage, l'achat d'actions, ce genre de choses, quoi. Donc, on voit qu'ils sont quand même bien diversifiés aussi avec le temps. Exactement. Alors, une banque, elle est même devenue nécessaire à une économie qui tourne parce que les crédits, c'est ce qui va créer de l'argent, c'est ce qui va créer une économie. Donc, un pays qui va avoir beaucoup d'endettés, qui va avoir beaucoup d'argent du coup qui tourne, c'est un pays qui va bien tourner. Donc automatiquement, ce qu'on appelle les banques centrales, chaque pays en général a sa banque nationale. En Suisse, on a la BNS, la Banque nationale suisse. Il y a aussi des banques centrales européennes pour Mm. l'Europe. Et puis après, il y a d'autres banques qui interviennent en fonction de chaque zone géographique. Mm. Ce qui est important à comprendre, c'est que ces banques, on en est aujourd'hui dépendant. Et elles sont dépendantes de notre consommation. Donc, il y a une certaine codépendance qui s'est installée parce que les banques, elles peuvent faire des crédits en fonction des crédits Mm. qu'elles apportent. Donc, plus elles ont de crédit, plus elles peuvent faire de crédit. Ouais, Moins elles ont de crédit, moins elles peuvent faire de crédit. plus Avec en, l'argent qu'elles reçoivent, ouais, ouais, vas-y. non, je disais, avec l'argent qu'elles reçoivent, du coup, elles peuvent créer plus de crédit. Si par Mm. exemple, toi, tu vas déposer 100 francs sur ton compte bancaire ou 100 euros, eux, ils vont pouvoir, d'un point de vue, alors c'est très théorique, ils vont pouvoir créer 900 francs ou 900 euros de crédit à d'autres personnes. En fait, Mhm. ils ont besoin d'avoir une garantie de 10% des fonds uniquement de ce que eux ils vont prêter aux autres. Donc en fait, une banque, c'est aussi, on verra après qu'il y a différentes licences bancaires, mais une banque, comme on voit une banque traditionnelle, j'ai envie de Mhm. dire, eh ben, c'est quelqu'un qui va prêter de l'argent, qui va te facturer des intérêts pour de l'argent qu'elle n'a pas, mais qu'elle, elle emprunte justement À quelqu'un à cette d'autre. banque centrale-là. Ouais. Voilà. Ouais, donc c'est vraiment, pour dire, une sorte d'intermédiaire, quoi. Les gens, ils viennent, ils empruntent de l'argent qui eux-mêmes a été emprunté à d'autres personnes, etc. Du coup, quand on met de l'argent à la banque, ça les arrange bien parce qu'ils ont des réserves pour justement ces 10%, comme tu dis, pour pouvoir prêter à d'autres personnes et toucher des intérêts, etc.
Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu sais quelle est la plus grande source de revenus des banques. Est-ce que c'est justement les frais de compte, parce que tout le monde a un compte dans une banque? Est-ce que c'est les revenus liés aux hypothèques, les revenus liés aux conseils, aux investissements? Je ne sais pas si toi, tu as une petite idée. Moi, j'ai une idée, mais... Alors, à mon avis, je sais pas, j'ai pas la réponse non plus, mais si je devais donner mon avis comme ça serait un truc avec des assurances. Quelque chose qui paye en plus une plus-value au niveau des assurances. Des assurances. Ok. Moi, je pense que ça doit être quand même les revenus liés aux hypothèques, aux emprunts. Parce que justement, si t'empruntes quelque chose pour une maison, etc., bah, tu payes, par exemple, chaque mois, pardon, 500 euros, ou tu vois, dans cet ordre de grandeur-là. Et du coup, 500 euros par Mhm. mois, fois le nombre de personnes qui ont un emprunt, ça fait quand même pas mal. Donc moi je pense que, parce que c'est un revenu récurrent, et puis c'est genre, tu vois, si quelqu'un vient faire un emprunt immobilier dans une banque, en général, ça se compte en dizaines d'années, 20 ans, 30 ans, où tu vas rembourser. Enfin, rembourser, c'est une chose, mais c'est surtout les intérêts que tu vas payer pendant tout ce temps-là. Donc une banque, il y a un client qui vient pour faire une hypothèque, par exemple, ils ont tout intérêt à mettre le paquet parce qu'ils savent que un client qui va rester très longtemps, en général, pour rembourser, quoi. Alors, souvent, ça par contre, je le sais pour en avoir discuté avec plusieurs banquiers, c'est pas forcément l'hypothèque qui va rapporter beaucoup, mais c'est tout ce qui va autour. Parce que la plupart du temps, une banque, quand tu vas faire et qu'ils vont accepter une hypothèque chez eux, au sein de leur établissement, ils Mhm. vont te demander de mettre tes autres comptes bancaires, surtout principalement ton compte salaire, ce qui fait qu'il va y avoir énormément de transactions. Donc, en fait, sur les crédits immobiliers, et surtout à l'heure actuelle, quand on a des taux moi je suis à 0,65% sur 5 ans, ils ne gagnent pas énormément, même si, comme tu dis, ça fait, ben, pour moi, ça me fait, je crois, 200 et quelques francs par mois que je paye à la banque pour un crédit. C'est rien du tout avec les frais qu'ils ont. Par contre, effectivement, accumuler, c'est quand même quelque chose. Et avec toutes les autres choses qu'ils ont, que je vais faire, ben, des assurances, même si ce n'est pas chez eux directement, mais ils ont aussi des partenaires et c'est des partenariats en général. Et c'est ça qui va faire qu'ils vont gagner beaucoup d'argent. Ok. Après, ce qui leur rapporte le plus, c'est toujours tout ce qui est des placements privés. Par exemple, s'ils font des investissements dans des entreprises ou s'ils font des investissements, par exemple, dans des biens immobiliers, mais en leur nom propre, et tout ce qui est des frais de transaction pour les investissements en bourse. Donc, ça veut dire Hmm. qu'ils te gèrent ton Ouais, là aussi, portefeuille ouais. en bourse et pour ça, ils prennent des frais. Et ça, je sais que ça leur rapporte aussi énormément. Ouais, Donc, ça et se compte justement, ce en genre de pourcent aussi. clients-là, bah, c'est ça. Et c'est justement le genre de clients qui sont propriétaires qui vont leur apporter aussi ces comptes-là. Donc, même si ce n'est pas directement avec l'hypothèque, indirectement, c'est des clients qui vont leur apporter beaucoup d'argent. Donc ils essaient de faire un peu un système à la Apple, ou peut-être qu'ils ont copié le système, ou peut-être Apple a copié le système des banques, je ne sais pas qui était là en premier, mais dans le sens ils te font entrer dans leur univers avec un produit d'appel par exemple, et ensuite ils essayent de te vendre tous les services qui est à côté, comme tu dis, que ce soit la gestion de fortune, que ce soit par rapport à l'investissement en bourse, etc. Au final, que tu dépenses le plus d'argent possible dans leur écosystème au final. Ce qui n'est pas Exactement. forcément mauvais pour le client, parce que le client, il a besoin de ces services-là Il a aussi, les quoi. services. Et peut-être que là, justement, on peut regarder, c'est quoi l'alternative aujourd'hui qu'on a aux banques Alors, bah, traditionnelles. on a ce qu'on appelle maintenant les néobanques depuis les années 2000. Alors, 2000, c'était vraiment le lancement des néobanques. Mais depuis les années 2000, on a ce qu'on appelle les néobanques, qui utilisent différentes licences bancaires. Parce que justement, si c'est une néobanque qui veut uniquement obtenir des dépôts et faire des transactions, ce ne sera pas la même licence que si c'est quelqu'un qui veut proposer des crédits immobiliers. Et ce ne sera pas la même licence encore pour les crédits immobiliers que quelqu'un qui veut proposer ce qu'on appelle des microcrédits. C'est en Hmm. général des crédits à la consommation jusqu'à une somme de 250 000 francs suisses en Suisse. Ça Hmm. change en fonction des pays, mais en moyenne, c'est un petit peu ça les standards. Et surtout, c'est des durées de crédit de moins de 10 ans. Ok. Alors que les crédits immobiliers sont en général plus de 10 ans et Hmm. plus de 250 000 francs, 250 000 euros. Faut savoir que pour ça, c'est des organismes qui gèrent. Alors, dans chaque pays, encore une fois, ils sont différents. En France, c'est l'ACPR, l'organe de supervision français, qui va gérer à la fois tout ce qui est banque et assurance. En Suisse, on a la FINMA Hmm. qui va gérer ça. Et en Belgique, c'est la FSMA. Donc, pour les trois pays francophones, qui sont la plupart de nos auditeurs sont francophones, qui vont gérer ça. Après,
pour répondre gentiment à la question par rapport aux banques, est-ce que c'est possible de créer une banque? La réponse est oui. La réponse est oui, et il y a justement deux possibilités de le faire. Soit on va prendre une licence traditionnelle auprès d'un organisme que j'ai cité avant. Mhm. Ça va prendre beaucoup de temps. C'est 3, 4, 5 ans pour créer une banque. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se fait même en 6 mois. C'est tout géré par des avocats, bien évidemment. C'est quelque chose qui est difficile parce qu'il faut énormément de garanties aussi en fonction de ce que vous voulez. Et en général, en fait, le choix il va être assez simple. Si on veut créer sa banque, si on veut faire des crédits hypothécaires, on va se diriger vers sa propre licence, ce qui va prendre du temps. Et c'est pourquoi beaucoup des néobanques aujourd'hui, qu'on voit sur le marché, n'ont pas de licence pour faire des crédits Mhm. hypothécaires. Donc, ils vont C'est vrai. simplement faire des transactions à l'international. Et ça, on a ce qu'on appelle des BAS. Est-ce que tu sais ce que c'est un BAS? Tu as déjà entendu parler d'un BAS? Pas du tout. Si je, si je te parle d'un SaaS, Ouais. Donc c'est une banque as a service ou quoi? software, exactement, software as a Ah, service pour un SaaS, et là, c'est banking as a service. ok. Donc là, il y a des BAS comme Trésor, qui a été racheté par la Société Générale, qui propose de te créer ta propre banque. Alors, il y en a encore très, très peu sur le marché Hmm. qui le proposent. Euh, c'est apparu, en fait, ce terme de banking as a service entre les années 2014 et 2017, donc c'est assez récent. Et eux, ils te proposent un package complet avec une licence qui ne te permet pas de faire des hypothèques, Hmm. mais qui va te fournir les garanties auprès, par exemple, de la CEPA. Donc, la CEPA, c'est pour tout ce qui est des transferts en Europe, dont la Suisse fait aussi partie, malgré qu'ils ne font pas partie de l'Europe, mais ils font partie de ces accords CEPA qui facilitent en fait les échanges de la monnaie euro. Et Trésor, par exemple, eux, ils sont reconnus par la CEPA comme organisme de confiance. Donc ça veut dire que Par si tu veux créer toi ta banque, au lieu de tout partir de zéro, tu peux passer par cette entreprise Exactement. Trésor où justement ils ont déjà un certain nombre de licences et en fait toi tu viens acheter une sorte de package ou justement un service comme tu dis pour avoir après Exactement. la base de ta néobanque par exemple. Exactement. Donc, eux, en fait, Trésor, après, ils s'occupent de tout, hein, tout ce qui est ce qu'on avait parlé dans une précédente vidéo aussi, le KYC, donc Know Your Clients, connaître vos clients, ce qui est aussi une obligation maintenant. Et ben ça, Trésor l'implémente dans son site Internet. En fait, c'est un petit peu comme si tu veux créer ton site Internet et que tu vas utiliser Wix. Là, tu veux créer ta banque, tu vas utiliser Trésor. Sauf que, bien sûr, le service il est plus personnalisé parce que ce n'est pas tous les jours quelqu'un qui crée sa propre banque. C'est quand même aussi certaines démarches. Et pour Trésor, ils doivent quand même aussi contrôler, de un, le sérieux du projet Mm. parce qu'il faut qu'il y ait une plus-value. C'est pas, ah ben, je vais ouvrir ma néobanque, j'ai aucun projet, j'ai pas d'équipe de dev technique derrière, j'ai Mm. pas de service clientèle, mais je vais ouvrir ça. Donc souvent dans la pratique, comment ça se passe, c'est qu'il y a une première levée de fonds qui va se faire en général sur des places de marché ou via c'est ce qu'on appelle des fintech. Donc, une entreprise dans laquelle un investisseur ou plusieurs investisseurs croient, parce qu'il y a un projet concret, Mm. ils vont approcher Trésor. Et puis là, par contre, le développement, on parlait avant de 4 à 5 ans pour une banque avec les Ouais. licences normales, ça peut être 3 ans, hein, ça dépend des pays. Mais là, avec Trésor, on raccourcit ce délai à 6 mois. Donc, on voit que même Mm. avec ça, ça prend quand même du temps. C'est Ouais. entre 6 et 8 mois pour développer sa banque, mais c'est raccourci et on a la garantie derrière d'être validé. Ok. Euh, Après, il y a des banques, des néobanques, malgré tout, qui ont fait le choix d'avoir leur propre licence. Je pense par exemple à Boursorama Bank, qui est assez connu. C'est un petit peu les leaders du marché qui ont ça. Boursorama Bank, Fortuneo, Before Bank, Monabank et Hello Bank. Les Français qui nous écoutent en entendront plus parler que nous en Suisse automatiquement. Mhm. Mais ça, c'est des banques, c'est des néobanques. Donc la différence entre une néobanque et une banque traditionnelle, c'est que c'est une banque, peut-être pour expliquer aussi la différence, parce qu'on ne l'a Ouais. pas fait au début, la néobanque, c'est une banque qui n'a pas forcément, enfin qui n'a pas d'office physique. Ça veut dire qu'on ne peut pas aller chercher de l'argent chez eux. Il y aura Mm. peut-être un conseil clientèle, mais tout se fait en ligne. Et maintenant, c'est vrai que la plupart des banques ont ce double service. Si on Ouais. prend la Raiffeisen ou l'UBS ou le Crédit Suisse pour la Suisse, ils ont, ou Société Générale en France, ils ont des banques physiques et ils ont un site internet.
Ouais, mais c'est pas la même chose. et une application, parce que c'est vrai que les néobanques sont bien souvent aussi mobiles, souvent, voire que Ouais. mobiles en plus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on pourrait se poser un petit peu la question. Peut-être il y a 5 ou 10 ans, quand les néobanques sont arrivées, les banques traditionnelles n'étaient pas très fortes en online, ou en tout cas en mobile, hein, ça c'est sûr, mobile, ils étaient vraiment mauvais. Et puis là, quand les néobanques sont arrivées, justement principalement mobiles, ils ont un peu cassé le game des applications de banking sur téléphone. Ils ont vraiment simplifié la chose au possible, ajouté plein de fonctionnalités. Donc là, c'est vrai que ça... Aujourd'hui, maintenant, c'est vrai que c'est... On peut se poser la question, c'est quoi exactement la différence? Parce que d'un point de vue visuel ou d'un point de vue fonctionnalité, maintenant, c'est relativement similaire entre une banque traditionnelle et une néobanque, en tout cas sur l'application. Mm. Alors, c'est que les néobanques, elles sont arrivées pour répondre à une demande clientèle qui était que les transferts bancaires, c'était très compliqué. C'est surtout le processeur de paiement. Mm. Je me rappelle bien, il y a une dizaine d'années en arrière, quand on voulait faire un paiement en ligne, c'était déjà le cas dans la plupart des banques, mais c'est vrai que c'était compliqué, c'était mal foutu. Souvent, les chiffres, les lettres n'étaient pas placés au même endroit que les claviers traditionnels. Mm. Et il y avait énormément de problèmes de transfert d'argent, sans parler des problèmes de sécurité. Et en fait, il y a des premiers processeurs de paiement qui sont arrivés, qui étaient hors banque, et puis qui ont mis en place un tout petit peu ce mouvement de néobanques qui était déjà existant aux États-Unis et dans d'autres pays, Mm. mais qui a vraiment démocratisé ça. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Et je pense, comme tu dis, ça répondait à un besoin. Et je pense à un autre besoin que les néobanques sont venus combler, c'est surtout une question de coûts et de frais d'utilisation. Je ne sais pas si tu peux en parler un petit peu de ça par rapport à une banque traditionnelle. Qu'est-ce que ça change en coût d'utilisation? Alors, effectivement, là où les banques traditionnelles maintenant facturent la plupart du temps entre 50 et 100 euros pour donner une fourchette un peu large par année pour les tenues de compte, la plupart des banques, des néobanques ne facturent rien du tout. Mm. Vous avez une carte de crédit, une carte de débit et une carte de crédit prépayée aussi gratuitement. Alors, Mm. elles n'offrent pas les mêmes couvertures qu'une banque traditionnelle. Il n'y aura peut-être pas forcément les mêmes garanties au niveau d'assurance. Si vous avez une carte de crédit avec une banque, vous Mm. allez avoir des assurances, annulations et tout ça, ce qui n'est pas le cas forcément avec la plupart des Néobanque? néobanques. Mais c'est vrai que surtout, ça a facilité les petites transactions. Avant, les banques, c'était plutôt pour les grosses transactions qu'on utilisait ce genre de service. Et on n'allait pas forcément s'échanger. Si moi, je vais au restaurant avec toi, on n'allait pas forcément utiliser une interface bancaire pour le faire. On allait au Mhm. bancomat, on allait rechercher l'argent et puis on payait cash. Maintenant, ça s'est démocratisé déjà depuis 2014-2015. Et là où ça a vraiment fait un énorme boom pour les derniers qui ne voulaient pas le faire, c'est quand il y a eu la crise du Covid. Parce qu'on est arrivé Mm. à ce moment où plus personne ne peut échanger de l'argent. Plus La personne n'a de plupart des cash. restaurants, exactement. Euh, et c'est ça qui a vraiment démocratisé encore Mm. plus des applications du style Twin qu'on a en Suisse ou d'autres applications comme PayPal qui étaient déjà existantes depuis de nombreuses années. Mais en fait, c'est un petit peu PayPal qui est arrivé puis qui a cassé le marché. Encore une fois, on connaît bien, enfin on connaît bien, on sait tous qui c'est le fondateur de PayPal, on sait tous qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui. Et Mm. c'est là qu'on voit vraiment des visionnaires. Donc ça laisse imaginer aussi un petit peu le futur par rapport à ça. Là où aussi les néobanques ont un avantage, c'est par rapport aux frais de transaction à l'international. On parle des Ouais. petits montants, c'est quelque chose. Et si on prend par exemple une banque, enfin une néobanque comme Wise, eh ben, on voit que les transferts internationaux, ça coûte rien du tout par rapport au Mm. nouveau. Pour donner un peu des chiffres, pour donner un tout petit peu des chiffres, on a les transactions qui se font ici entre la Suisse et l'Indonésie. Ça coûte, si j'utilise une banque traditionnelle, environ 10 euros, qu'importe la transaction, parce qu'il y a des frais de Ouais, base des de frais 5-6 fixes. euros, plus un certain pourcentage. Mm. Si j'utilise l'application Wise, je peux utiliser des comptes bancaires virtuels dans de nombreux pays européens. Mm. Je peux utiliser des comptes bancaires en Indonésie, je peux utiliser des comptes bancaires en Australie, aux États-Unis. Je peux avoir ce qu'on appelle un IBAN dans chacun de ces pays. Ouais. Alors, ce n'est pas le cas partout, mais dans une bonne dizaine de pays. Et là, les frais de transaction, on parlait de 10 euros avant, là, ça me coûte 1 franc. Ouais. Qu'importe le montant. Donc, voilà, ils arrivent sur le marché et ils sont juste incroyables.
C'est vrai que ça change pas mal. Moi, je vois aussi avec Revolut, Ouais, la néobanque application, là, qui était aussi relativement un des premiers, en tout cas en Europe, et assez populaire, où là, justement aussi, tout ce qui est, tu peux payer dans tous les pays dans lesquels tu vas, et tu vas vraiment avoir un taux de change qui est ultra favorable, alors qu'avant, si tu étais avec une banque traditionnelle, si tu allais retirer de l'argent à un automate dans le pays où tu étais en vacances, ben là, tu allais vraiment être taxé sur... Enfin, ouais, je sais pas, tu as retiré 100 euros, tu allais payer entre 5 et 10 euros de frais. Ça fait 5 et 10% quasiment, c'est énorme. Alors qu'avec un Revolut, tu peux directement payer sur place, dans les machines, au restaurant, etc. Et là, tu auras vraiment. Ils prennent un tout petit peu sur le taux de change, mais ils te mettent même pas de taxes ou de trucs comme ça. Donc, mais eux, c'est vraiment ce qui fait, c'est le nombre, quoi. Si tout le monde utilise ça, ils ont vraiment, même s'ils ont peut-être quelques centimes par transaction, fois le nombre de transactions. Et puis, ce qui change vraiment par rapport à une banque traditionnelle, c'est leurs frais, quoi. Ils peuvent vraiment diminuer c'est leurs ça. frais. Comme tu disais, une banque traditionnelle, ils ont des agences, ils ont des conseillers, ils ont des bureaux, etc. Ça prend de la place. Tandis que les néobanques, eux, ils ont une équipe de développement quasiment qui développe leur application, leurs services. Et puis après, voilà, quoi, ils ont beaucoup moins de frais fixes, je pense, comparé à une banque traditionnelle. Exactement. Puis ils proposent énormément de possibilités. Ben, typiquement, entre deux personnes qui ont l'application, ça facilite. Ils ont aussi tout ce qu'on appelle ces espèces de vault. Donc, c'est des wallets virtuels Mm. où on peut, d'une part, faire des économies, on peut séparer plus facilement ses dépenses. Euh, il y a la possibilité d'acheter des crypto-monnaies Ouais. virtuellement. Il y a vraiment énormément de possibilités qui Mm. rendent accessible. Et surtout, en fait, ce qu'ils ont changé comme jeu, c'est que la banque, il y a encore de ça 5, 10 ans, c'était vu comme quelque chose de vieux jeu. Il n'y a aucun Mm. jeune qui aimait aller à la Non. banque, il n'y a aucun jeune qui aimait voilà, ouvrir Déjà, son les compte horaires. postal. C'était déjà les horaires. Mais L'avantage c'est des vrai que néobanques, là, c'est c'est néobanque. H24. Et voilà. Et c'est presque devenu marrant de payer. On est presque content d'échanger. Tac, Ouais, c'est fluide, ça marche. Ça, c'est vrai. exactement. Donc ça, c'est quelque chose qui est cool. Et à ton avis, est-ce que les néobanques vont remplacer les banques traditionnelles d'ici quelques années? Alors, à mon avis, ça va dépendre pourquoi. Ça veut dire qu'il y a les utilisations des banques vont être modifiées, dans le sens où les banques traditionnelles vont être plus dans l'ordre du conseil, des investissements privés, et vont de plus en plus se spécialiser dans les hauts portefeuilles, si on peut appeler ça comme ça, donc des Mm. gens qui ont plus de fortune. Et d'ailleurs, on le voit, hein, c'est pas pour rien que les banques aujourd'hui commencent à mettre de plus en plus de frais. C'est déjà aussi un petit peu pour commencer à dégager les clients qui leur apportent pas forcément quelque chose et avec lesquels ils n'ont plus forcément envie de travailler. Donc ça, Mm. c'est en tout cas quelque chose en Suisse qu'on le voit euh, très clairement. Maintenant, les banques en ligne vont remplacer partiellement, à mon avis, ouais, surtout avec les arrivées qu'on a comme la blockchain, tout ce qui est des cryptos. Les échanges, ils ne se font plus la même chose et les banques traditionnelles n'ont pas su suivre. En fait, elles n'ont plus vraiment de plus-value aujourd'hui. Aller à la banque et puis utiliser quelqu'un qui va vous faire un paiement ou faire la transaction, c'est un coût inutile. Mm. Donc, non, à mon avis, il n'y a pas d'avenir pour les banques traditionnelles en l'état, mais oui, il y a un avenir pour les banques, pour tout ce qui est conseil, pour tout ce qui est analyse. Ça va plus devenir des analystes financiers. Maintenant, la banquière qui est derrière son guichet et qui va juste transmettre de l'argent, malheureusement, je pense que ce n'est pas un métier Mm. d'avenir. Ouais, je pense qu'il y a une partie des services qui vont être plus faciles, plus agréables à faire d'un point de vue virtuel, comme tout ce qui est paiement, etc. Il y a un certain nombre d'années, on allait encore à la banque faire ses paiements. Aujourd'hui, il n'y a quasi plus personne qui fait ça. Mais je pense là où ça peut avoir une différence, c'est justement, ça va dépendre un petit peu des services que les néobanques vont pouvoir proposer. Si d'un jour, ils peuvent proposer des hypothèques ou ce genre de choses, qui viennent gratter un peu les parts de marché des banques traditionnelles, ça va influencer aussi l'état des banques. Mais c'est intéressant parce que moi, j'étais, il n'y a pas si longtemps que ça, à une soirée où on parlait des banques. C'était en l'occurrence à Fribourg, là, la BCF. Ils parlaient de l'avenir des banques. Et c'était justement des banquiers qui s'imaginaient. Et leur avenir, et ce qui était intéressant, c'est qu'ils étaient très conscients
les banques traditionnelles de l'impact des néobanques, etc. Du coup, il y a des banques traditionnelles qui créent leur propre néobanque pour avoir essayé de choper des parts de marché de l'autre côté. Et puis comme ça, si leur banque traditionnelle rétrécit, ils ont peut-être leur néobanque qui augmente. Et puis sinon, ils essayaient, un peu comme tu disais, d'avoir un aspect un petit peu plus global de la banque, ou pas juste proposer les services qu'on connaît maintenant, mais aussi proposer des services supplémentaires. Parce qu'il faut savoir, c'est que les banques, ils ont quand même accès à des données financières que très peu de gens ont, vu qu'ils gèrent le compte d'entreprise, ils gèrent le compte de particulier, ils ont beaucoup de data. Et ça, aujourd'hui, les data, c'est vraiment hyper important. Et ils espéraient, dans le futur, pouvoir développer des services autour de ces data. Justement, par exemple, des gens qui veulent créer des projets, des entreprises, etc. Eux, avec ces data, ils pourraient plus conseiller les personnes dans ces projets-là, même aussi dans l'immobilier. Hein. Ils ont quand même, tu vois, vu qu'aujourd'hui, la plupart des gens, ils vont dans des banques traditionnelles pour faire des emprunts, eh ben, eux, ils ont une vue du marché, de combien valent les choses, etc., qui est quand même pas négligeable par rapport à un particulier, par exemple, ou même une entreprise. Eux, ils voient vraiment plein de choses avec tous les prêts, etc., qu'ils font. Du coup, eux, ils pensaient aussi se développer là-dessus et puis capitaliser sur des nouveaux services pour pouvoir accompagner, que ce soit les privés dans des projets justement pour faire grandir leur patrimoine, ou alors dans des entreprises, dans des projets de développement, etc. Donc là, je pense que c'est vrai qu'il y a du potentiel hein, toujours de se développer, et puis il faut qu'ils se remettent un peu en question. Puis je pense que justement, tous ces data, ça peut être une source pour développer des nouveaux services que peut-être les néobanques ne peuvent pas faire pour l'instant, mais peut-être qu'un jour, ils pourront aussi le faire. Quoi. Ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Ça, que j'ai jamais vu ça comme ça. Et pourtant, Dieu sait ce qu'on parle maintenant que les data, c'est Mm. la richesse du 21e siècle. Ouais. Tout le monde le dit. Google en est la preuve incarnée. Mm. Et c'est vrai que j'ai jamais vu comme ça. Après, il y a quand même toujours une notion de confidentialité des données. Ça Mm. veut dire que tout comme les assureurs ont aussi énormément de data et puis qui peuvent faire mal aux gens, il y a toujours et heureusement, hein, d'un certain point de vue, il y a une certaine confidentialité des données, de choses qui ne Mm. peuvent pas être transmises. Mais effectivement, c'est une vision que je n'ai jamais abordée comme ça et qui est très intéressante. Ouais. Ouais, non, c'est vrai, quand il avait parlé de ça, j'étais aussi. Bah, j'étais déjà surpris en bien on pourrait dire oui, non, les néobanques, on s'en fiche, c'est pas notre problème, blabla. Maintenant, au contraire, ils sont assez conscients de ça et ils veulent se développer et pas se faire oublier. Et puis, je pense que ils ont tous les atouts et les ressources pour pouvoir faire ça. Donc, maintenant, l'avenir nous dira comment les banques traditionnelles vont évoluer et si les néobanques vont les surpasser. Ou peut-être que la banque que tu vas bientôt créer va les surpasser. Voilà. Peut-être. Ouais, alors moi, je ne vais pas créer une banque demain, mais c'est vrai qu'on parle peut-être juste encore des. Il y a un concurrent à Trésor qui est arrivé sur le marché maintenant il y a quelques mois, Mhm. qui s'appelle Solaris Bank, et eux ont justement un peu pour ambition d'aller par-dessus Trésor et pouvoir proposer en tant que service des crédits hypothécaires aux Mhm. clients, enfin à leurs clients qui Ouais. seront eux-mêmes des banques. Donc, ça va exactement dans le sens que tu disais avant. C'est une démarche, c'est quelque chose qu'ils ont envie. Maintenant, il y a une différence avec que tu parlais de la banque que je veux créer. C'est pas forcément une banque que je vais créer, c'est plutôt un processeur de paiement. Et puis là, c'est pas la même chose. C'est Mhm. que pour un processeur de paiement, c'est beaucoup plus facile, même Mhm. s'il y a aussi énormément de règles et puis c'est quand même complexe. Je ne peux pas dire que c'est facile, mais c'est tout à fait différent un processeur de paiement parce qu'il va utiliser d'une banque à une autre ou d'un Mhm. portefeuille crypto à un autre portefeuille crypto. Mais c'est un intermédiaire pur et dur. Une banque, c'est quelqu'un qui va pouvoir garder de l'argent, et là, que ça soit dans n'importe quel pays, y compris en Suisse, du moment qu'on garde l'argent plus de 60 jours sur son compte, on est considéré comme un intermédiaire et à ce moment-là, on doit avoir certaines licences. Ce qui Ouais, n'est pas le cas quand on passe par un processeur. très bien. Voilà. Bon, ben, ce qu'il faut retenir, c'est que si on veut créer une banque aujourd'hui, il faut qu'on se tourne vers Trésor ou bien, comment t'as dit, Solaris? Solaris Bank. Solaris Bank. Donc, Il si y vous en a avez. d'autres, mais c'est les deux principaux. Ouais. Ok, donc si vous êtes amateur et vous voulez faire votre propre banque, surtout avec les nouveaux services qu'ils peuvent proposer, peut-être qu'il y a un business à se faire, mais je pense pas que c'est facile de faire, de se lancer dans cette aventure-là. En tout cas, Si c'était facile, tout le monde le ferait. Donc, bah, c'est toujours ça, ouais. C'est toujours ça. C'est facile de faire des paiements avec les néobanques, donc tout le monde le fait ça, mais faire sa néobanque, c'est pas si facile. voilà. Voilà. En tout cas, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un like, commenter. S'il y a des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous les partager et on essaiera de faire
une prochaine vidéo là-dessus. Et puis, ben, moi, je pense qu'on peut se dire à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Avec plaisir. À bientôt, Elio. Ciao, ciao.